Il y a quelques années qu'Éric Saugerat n'avait plus mis les pieds à Bordeaux. La première fois, c'était il y a 15 ans. Cet historien était venu déterrer le passé de la ville, l'histoire négrière du port de Bordeaux. Éric Saugerat est le premier à briser le silence, le premier à mettre ce passé sur le devant de la scène. Sa démarche est militante, il veut savoir ce qui s'est vraiment passé. Ses recherches viennent aussi combler un vide historique. Bizarrement, aucune étude sérieuse n'a jamais été faite sur l'esclavage à Bordeaux. Avec méthode et opiniâtreté, il va s'employer pendant plusieurs années à rattraper l'histoire qui se dérobe. C'est dans les rues du port qu'il va nous montrer les premières traces de la traite négrière. Ici, on est dans la cour de l'hôtel Nérac. Et Pierre-Paul Nérac était un armateur négrier extrêmement important. Ça a été l'un des plus importants de Bordeaux. Et entre 1763 et 1778 environ, il a expédié une quinzaine d'expéditions négrières. Il existe peu d'empreintes du passé dans les rues. Et quand il y en a, elles passent inaperçues, échappent à l'œil du promeneur non averti. Un touriste qui vient à Bordeaux, un voyageur qui vient à Bordeaux ne sait pas du tout que Bordeaux a été un grand port négrier. Voilà. Pourquoi? Parce que Bordeaux, c'est une ville qui tire son prestige de sa viticulture, entre autres. La ville de Bordeaux est une ville extrêmement connue. Une question d'image. Et une question d'image, voilà. C'est-à-dire qu'accoler passé négrier à Bordeaux, évidemment, ça ternit l'image de Bordeaux. Et pendant très longtemps, on n'a pas voulu en parler. Pour en savoir un peu plus sur ce commerce honteux et la façon dont les Bordelais l'ont pratiqué, Éric Saugerat va interroger toutes les archives de la région. Et il va faire des découvertes instructives. Comme ici, au milieu des liasses de documents, il va retrouver une pièce rare. Un livre de comptes, propriété d'un armateur négrier bordelais. On y découvre au fil des pages une comptabilité sordide d'achat d'esclaves. Des Noirs, hommes, femmes, enfants, échangés contre des marchandises par un commerçant bordelais. Comme les amateurs négriers à Bordeaux étaient des amateurs qui faisaient pour la plupart d'entre eux une ou deux expéditions, les archives négrières, c'est un mythe si vous voulez, ça n'existe pas une archive négrière. Les archives négrières sont des archives qui font partie d'un ensemble. Vous voyez ce qu'on vient de dire tout de suite, là, le monsieur vient de dire tout de suite, pour découvrir les documents sur la traite, il a fallu ouvrir des dizaines et des dizaines de cartons. Et donc il y a des gens qui pensent que voilà, il y a des archives négrières qu'on va les trouver, mais non. Les archives négrières, s'il faut les piquer à droite et à gauche, dans des archives, dans un grand ensemble. Grâce à ce genre de documents, l'historien peut enfin dresser un inventaire des expéditions bordelaises vers l'Afrique. Éric Saugerat nous conduit maintenant au musée d'Aquitaine. Là, au cœur d'une salle consacrée au XVIIIe siècle, sont exposés les rares témoignages bordelais de la traite négrière. Dans le peu de traces qu'il y a de l'histoire négrière à Bordeaux, c'est malgré tout l'endroit où on trouve le plus d'objets rappelant le commerce négrier de Bordeaux au XVIIIe, au XIXe siècle. À Bordeaux, les premiers bateaux de traite arrivent vers 1671. Le trafic humain dure presque 2 siècles. 500 navires partent vers les côtes d'Afrique. Les négriers emmèneront 150 000 esclaves vers le Nouveau Monde. Mais ce commerce n'est pas l'essentiel de l'activité du port. La traite n'a pas enrichi la ville. C'est un commerce opportuniste pour quelques Bordelais. Les acteurs de la traite, eh bien, ce sont tous les Bordelais. Ce sont les armateurs, ce sont les marins, ce sont les capitaines, ce sont les investisseurs financiers, ce sont les assurances. La cargaison négrière était assurée, les marchandises, le bateau, les noirs étaient assurés. Et tout petit commerce de détail, ceux qui vendent de la pacotille, qui vendent des toiles, etc. Il y avait un commerce extrêmement important qui était lié à la traite. Et en tout cas, l'activité négrière est une activité qui a fait vivre beaucoup de monde à Bordeaux au XVIIIe siècle.
on voit cette femme, donc qui date du règne de Louis XV, avec un négrillon, vous voyez, sur le côté. En fait, il avait un rôle un petit peu d'enfant de compagnie. Et vous voyez, on le voit représenté ici avec un collier, avec un fer. Et à Bordeaux, il y avait une très forte présence de Noirs au XVIIIe siècle. Les capitaines négriers ramenaient pour leur propre compte exactement donc 4 Noirs de traite. Donc ces Noirs étaient vendus à des armateurs, à négociants, à des bourgeois, à des aristocrates. Et donc c'était de bon ton d'avoir chez soi un petit nègre, une petite négresse de quelques années. Les recherches d'Éric Saugeras sont aujourd'hui consignées dans un ouvrage. Elles permettent d'établir que Bordeaux forme avec La Rochelle, Le Havre et Nantes le quatuor de la traite française. Depuis la sortie de son livre, Éric Saugeras milite pour que la ville sorte du silence et reconnaisse officiellement avoir participé au crime de l'esclavage. Je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de communautés noires qui réclament que la traite et l'esclavage soient considérés comme des crimes contre l'humanité. Il y a ce problème de comparaison entre la Shoah, la traite et l'esclavage, et certaines communautés noires, à juste raison, considèrent que peut-être on les laisse un petit peu en arrière. Donc je pense que c'est le moment de bien montrer aux communautés noires qu'on considère que la traite et l'esclavage ont bien été des crimes contre l'humanité. Il y a vraiment aucun Pour résumer un petit peu la situation négrière de Bordeaux, on peut considérer que la traite a commencé en 1671, qu'elle s'est terminée en 1826, donc vous voyez, ça a duré à peu près 170 ans. Pendant cette période, donc du fin XVIIe au premier quart du XIXe siècle, environ 500 expéditions négrières sont parties de Bordeaux. On considère que chaque expédition négrière a déporté 300 captifs. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui ont déporté 100 captifs, d'autres 800, en moyenne 300. 300 par 500, ça fait 150 000 Africains qui ont été déportés du continent africain vers les Amériques. Si on considère que pour un captif extrait du continent africain, 3 ou 4 Africains sont morts dans les guerres de razzia à l'intérieur du continent, on peut considérer que 600 000 à 700 000 Africains ont subi les conséquences de la traite négrière faite par Bordeaux. Donc vous voyez, lorsque l'on dit que Bordeaux a été un port négrier mineur, c'est vrai, mais lorsque l'on pense à toutes ces répercussions en termes de démographique, ça fait quand même des chiffres extrêmement importants. Alors, 500 expéditions, 150 000 captifs, ça place Bordeaux au deuxième rang des ports français, à peu près à égalité avec Le Havre et La Rochelle, très loin derrière Nantes. Nantes est le premier port national avec 1800 expéditions, donc vous voyez, 3 fois et demi plus que Bordeaux. Mais on peut encore relativiser en comparant Bordeaux au port britannique, le port de Liverpool étant à lui seul beaucoup plus important que toute la traite française. Alors que la condition servile avait à peu près disparu en Europe, les découvertes maritimes de la Renaissance allaient faire renaître l'esclavage sur une grande échelle dans le Nouveau Monde. Le commerce triangulaire était un système économique permettant l'exploitation à un moindre coût des terres d'Amérique par les pays européens. Les expéditions négrières partaient des ports d'Europe vers les côtes de l'Afrique pour y échanger, à l'abri de nombreux comptoirs commerciaux, des produits manufacturés ou de la pacotille contre des captifs. Les esclaves noirs étaient déportés et vendus aux colons européens des Antilles, d'Amérique ou des îles de l'océan Indien. Ils les faisaient alors travailler de force dans leurs plantations. Les navires négriers retournaient ensuite en Europe avec à leur bord les produits de cette exploitation dont les bénéfices de la vente revenaient aux colons et aux armateurs. En 1815, la traite négrière fut interdite au niveau international. Elle se poursuivit cependant clandestinement durant quelques dizaines d'années. On estime à environ 11 millions le nombre de Noirs déportés, victimes du commerce triangulaire. Au XVIIIe siècle, le commerce français connaît un essor remarquable grâce à l'apport déterminant des colonies. Bordeaux devient le premier port colonial du pays. La ville est alors à l'apogée de son rayonnement et redistribue les produits antillais, fruits du labeur des esclaves dans toute l'Europe. Ces mêmes esclaves dont les visages ornent parfois les murs de la ville sous forme de mascarons
accroché là comme un témoignage de l'autisme dont a fait preuve le monde à cette époque. Exotisme et aveuglement vont souvent de pair, même au siècle des Lumières. Y a-t-il eu quelqu'un pour discerner parmi les parfums agréables qui s'élevaient des entrepôts et des caves des négociants l'odeur âcre de la sueur et du sang des esclaves? Au XVIIIe siècle, et pour une bonne part au XIXe siècle, l'activité négrière ne pose aucun problème. Ne pose aucun problème, étant donné que le noir n'est pas un être humain, c'est un meuble. Donc on commerce des noirs comme on commerce des marchandises. Donc jusqu'à la Révolution française, on se pose très peu ce problème. Donc les armateurs négriers, les marins négriers, tous ceux qui se livrent au commerce négrier ne sont absolument pas montrés du doigt. La plupart des capitaines négriers ou des amateurs sont des francs-maçons. Il n'y a pas de barrière confessionnelle. On peut trouver un armateur protestant, un capitaine catholique, un investisseur juif. Voilà. Toutes les religions sont mêlées dans le trafic négrier. Voilà. Et donc ça ne pose pas de problème particulier. Si on est un armateur négrier, on n'est pas montré du doigt du tout par la société bordelaise. Baptiste Colbert. Colbert fut le plus grand ministre de Louis XIV. Il dirigea le pays pendant plus de 20 ans, jusqu'à sa mort en 1683. On lui attribue la paternité d'un texte de loi bien particulier promulgué en 1685, le Code noir. Règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice et de la police des îles françaises de l'Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans le dit pays. Une fois arrivés aux Antilles, les esclaves étaient vendus par lot aux colons dans de véritables marchés. On séparait les maris et les femmes, les amis ou les parents. Les esclaves servaient au fonctionnement d'immenses plantations, véritables univers concentrationnaires où ils étaient logés dans des cases rudimentaires. On leur fournissait le minimum vital en vêtements et en nourriture. Lors de journées interminables en plein soleil, les esclaves devaient travailler dans les champs sans s'arrêter, dans des conditions très difficiles et sous surveillance. Ce travail forcé s'accompagnait souvent de sévices. Le Code noir précisait les mesures à prendre pour la répression des mouvements de colère ou de révolte des esclaves face à ces conditions de vie intolérables. Articles 33 et 34. L'esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, la maîtresse ou leurs enfants avec contusion de sang ou au visage, sera puni de mort. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échait. Les familles de propriétaires utilisaient également des noirs comme domestiques. Leur vie était moins difficile. Tous les esclaves appartenaient aux colons. Ils étaient considérés à l'égal du bétail ou des objets, rattachés à la plantation et soumis au bon plaisir de leur maître. Article 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels ils entrent en la communauté, et n'ont point de suite par hypothèque, et sont partagés également entre les cohéritiers. En cas de décès du propriétaire, un inventaire de la plantation estimait la valeur marchande de chaque esclave. Celle-ci était fixée en fonction du sexe, de l'âge, de la forme physique et des tâches que l'esclave pouvait remplir. L'exploitation sexuelle des esclaves était alors monnaie courante. Des naissances d'enfants métis en résultaient. Ceux-ci étaient malgré tout eux aussi esclaves, à moins d'être affranchis par leur maître, si ceux-ci les reconnaissaient. De nombreux esclaves choisissaient de s'enfuir à l'intérieur des terres et de se réfugier dans la clandestinité. On appelait cela le marronnage. Prémisse de révolte à venir, celui-ci était sévèrement sanctionné. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Il fallut attendre la Révolution pour voir se développer les luttes organisées des esclaves dans les colonies.
Ceux-ci étaient alors beaucoup plus nombreux que les Blancs et le rapport de force commençait à basculer. Cela aboutit à la première abolition de l'esclavage en 1791. Néanmoins, le changement de politique fut rapide et lorsque Napoléon rétablit l'esclavage en 1802, le temps était venu de la répression féroce de ces mouvements de révolte. Les pressions internationales et le mouvement abolitionniste français se firent alors de plus en plus pressants. La traite négrière fut déclarée illégale en 1815. Il fallut attendre 1848 pour voir enfin l'esclavage aboli dans les colonies françaises, 15 ans après l'abolition britannique. C'était la fin d'une période sombre de plusieurs siècles.